Avril 2011, nous sommes dans l'atelier de Pierre Pinoncelli, nous allons faire une petite discussion. Et tout d'abord, ce bandeau que je vois sur des photos depuis des années, il me paraît tout naturel, mais je me suis jamais posé la question pourquoi. Nice ou Nice? Non mais c'est un vieil rêve d'enfance, c'est pour faire pirate, là, comme un truc un peu débile, à la fois de Nice, un hommage à l'école de Nice, et à la fois c'est un peu pour faire les souvenirs de Stevenson, là, les Lily au trésor, et pour voilà, faire un peu pirate, quoi, une façon d'un peu d'accentuer sa différence. Voilà. Et donc, bon, on a du mal à te définir, moi je dirais plutôt que tu es un autonome, humaniste et révolutionnaire. Ah voilà, révolutionnaire. Donc, Viva la révolution. Dans ta dernière performance à Beaucaire il y a quelques jours, oui. J'ai vu écrit Viva la révolution. Contre voilà. Qui, contre quoi? La révolution, elle peut être que contre l'argent, contre le pouvoir, voilà. contre la civilisation, ce qui est devenu la société actuellement. La véritable révolution, me disait Gaël Marchand, il faut toujours avoir une sorte de révolution en soi, à tout propos de la révolution vis-à-vis de soi, vis-à-vis de la terre, de la peinture, de tout. Il faut toujours remettre la révolution, c'est remettre en question. Et puis c'est le rapport au pouvoir, la révolution. Voilà. C'est s'il peut compasser le pouvoir, et le pouvoir est terrorisé par l'idée de révolution. Pour moi, la performance, c'est un acte de rue. C'est-à-dire, je suis les seules performances, il faut le dire, à faire mes actions dans la rue, puis contre le pouvoir, contre l'institution. C'est comme un acte, comme un fait divers. Alors que maintenant, la performance est devenue ultra mode. Tout le monde fait des performances, mais avec les petits fours, le champagne, et on paye une fortune. Et comment es-tu passé vraiment de la peinture, à un moment donné, à tes actions? Oui, ben, les actions, je suis parti à New York pour, non pas... Mais à mon avis, d'abord, le début, le fond des performances, c'est l'enfance. Pour moi, c'est un peu réducteur comme explication, mais la performance, c'est l'enfance qui continue. Et je trouve que c'est du pot que ça puisse s'appeler de l'art, la performance. Parce que pour moi, c'est que de l'enfance qui continue, c'est un coup que je fais en étant adulte et on dit bravo, c'est de l'art, et voilà, quoi. Mais la vraie raison aussi, c'est mon séjour à New York, là, en 67, quand j'ai fait cet hommage à Klein, où je suis apparu au Jewish Museum en bleu Klein entièrement. Il y avait entre autres Klein qui m'a embrassé en disant j'ai un Klein vivant. Et le lendemain, j'avais ma photo dans tous les journaux de New York, quoi. Dada, c'était l'art, c'est la vie, finalement. Voilà, puis Dada, c'était la remise en question de tout ce qui existait, l'art, la vie, surtout la vie. Puis maintenant, c'est galvaudé de dire que l'art, c'est la vie. On l'a tellement dit, et ainsi de suite. Maintenant, c'est voilà. Mais en fait, Dada, c'était ça. Et maintenant, Dada, comme la performance, c'est devenu quelque chose qui est très à la mode. On parle de Dada, il est Dada, soyez Dada, soyez zen. C'est un mot devenu à la mode, donc complètement édulcoré, qui a perdu sa valeur initiale de débat, de départ, et puis de remise en question et de violence, quoi. C'était violent, Dada, Dada, et par rapport aux surréalistes, où ils sont suicidés, où ils sont morts, il n'y a aucun survivant de Dada. Hein. Et moi, je suis qu'un post-Dada, comme les gens appellent. Oui, j'allais dire, on peut dire que tu es la suite de Dada. Voilà, mais la suite, j'en sais rien, mais enfin, je suis qu'une pâle imitation, une pâle... Non, mais quand même, dans le monde de la performance, tu es difficilement identifiable parce que tu ressembles à personne. Ouais, bah ça c'est un compliment, mais à la limite, d'accord, enfin, le monde de la performance, les gens connaissent pas trop en France la performance. Quand moi je vais faire les performances par exemple en Suède, tous les pays de l'Est, les pays de Scandinave, il y a des performeurs qui sont extraordinaires, puis eux qui vont jusqu'au bout, c'est des activistes un peu. Voilà, c'est plutôt... quand même politique aussi. Oui, bah, politique, c'est-à-dire politique, c'est le rapport au pouvoir, c'est toujours un fond de politique, mais si tu veux, bien sûr Malraux c'était politique, du fait que ça peut être, bon, le truc d'Ingrid Betancourt, manque de peau, il s'est avéré qu'elle était nulle, mais enfin, je regrette pas d'avoir fait ça. D'avoir fait ça en Colombie, donc le doigt coupé, je le montre, c'était quand même quelque chose d'amusant, quoi. Mais... Bon, venons-en à l'affaire de l'urinoir, là. Voilà, jaune, tu as vu, il y a beaucoup de jaune. Ça sent le soufre, cet urinoir. Exactement, voilà, j'ai dit à Duchamp, je vais faire un jour quelque chose avec votre urinoir, et il s'était marré, il avait dit, mais faites-le, bien sûr, c'est marrant, quoi. Et surtout, je m'étais servi après de ce qu'il avait déclaré, l'urinoir, il fallait le placer très bas pour que des petits-enfants puissent l'utiliser. C'est pas mal, oui. Combien d'actions tu as fait avec l'urinoir de Duchamp? Deux. Au Carré d'Art d'abord, oui, au Carré d'Art en 93. Au Carré d'Art, j'ai fait l'action essentielle, j'ai uriné dedans, qui est le plus dur. Parce que casser, c'est rien, mais uriner dans un musée avec des gardiens, des malabars qui tournent comme ça. Et, la deuxième action, c'était au centre Pompidou. Oui, après je l'ai cassé à l'urinoir à Nîmes. Hein. D'accord. À Nîmes aussi cassé. À Nîmes, je l'ai cassé, oui, je l'ai bien cassé. Mais tu n'as pas eu d'histoire là Si, j'ai été poursuivi, l'assurance c'était AXA a payé
le musée, et après donc l'État s'est désisté en faveur de l'assurance, voilà. Et alors, tous mes avocats ont dit, là on est fichu parce que autant un État est obligé est tenu à quelques contingences culturelles, et les assureurs c'est fichu. Et moi j'ai pris le fait contraire, c'est-à-dire que le grand directeur, un grand patron français, c'était AXA, c'était Claude Bébéard. Tu as entendu parler peut-être de Bébéard? Oui. Et donc j'ai écrit à Bébéard en disant qu'est-ce que ça voulait dire d'attaquer un artiste, et que s'il n'arrêtait pas tout de suite les poursuites, j'allais attaquer AXA et déclencher une guerre contre AXA. Donc finalement, j'ai reçu une lettre 8 jours après en disant qu'ils abandonnaient toute poursuite, donc ça m'a rien coûté. Par contre la deuxième, parce que le gros argument de l'État contre moi, du pouvoir, c'est le silence, en disant on n'en parle pas, c'est un ringard, il s'amuse, c'est rien du tout. Mais là, quand j'ai recommencé à disons, au centre Georges Pompidou, pour l'exposition d'Anna, j'avais été un peu plus haut, là. Donc là, ils ont essayé d'avoir ma peau. Ils ont vraiment voulu ma peau, quoi. Voilà, et donc j'ai gagné contre le centre Georges Pompidou. C'est avéré que le centre Georges Pompidou n'était pas propriétaire de l'urinoir, c'est l'État français. Il aurait fallu que ce soit l'État français qui me poursuive. Bon, ils ont arrêté cette plaisanterie parce qu'ils ont été ridicules. Ils se sentaient que tout le monde était pour moi. Surtout que j'étais entré 8 jours avant, un mois avant au centre Georges Pompidou, et avec un revolver chargé. J'avais mon revolver mexicain, un Colt, et je comptais prendre l'urinoir en otage. Ça c'est un scoop que je te dis, le mettre sur la tempe de l'urinoir et leur dire appelez-moi le directeur, parce que je voudrais pas qu'il y ait de la cervelle d'urinoir qui soit répandue sur le sol. Et puis qu'il y avait beaucoup d'enfants, donc je l'avais pas fait. Mais je suis revenu 8 jours après avec quand même un marteau, voilà. Voilà, donc je suis toujours l'homme à rebattre par l'institution. Ils peuvent pas me voir. Je suis invité à aucune exposition. Voilà, je le paye cher à la limite, parce que bon, ils veulent toujours ma peau, je suis toujours méprisé par l'institution, mais à la limite, c'est comme on disait quelqu'un, c'est à la fois une haine, mais c'est un carcan, c'est à la fois un carcan, mais c'est aussi un corset glorieux, parce que d'être haï par l'institution, alors que maintenant, tous les artistes sont récupérés et tout, quoi, voilà. Nous sommes devant la toile de Welcome to Auschwitz. Dès 62, d'ailleurs, j'avais fait l'abattoir, tu sais, on avait fait l'abattoir avec Arroyo à la Biennale de Paris en 63, on avait fait une sorte de monument public contre toutes les barbaries, et j'avais écrit un texte où je parlais déjà d'Auschwitz. Donc j'avais fait cette série de toiles, et j'avais fait surtout que j'avais préparé quelque chose, je devais faire ça au MAMCO de Genève, et je devais, comme performance, je devais rentrer dans une des toiles, c'est-à-dire que je devais tout d'un coup m'habiller, pénétrer dans une toile, je devais mais tu as lu peut-être mon texte, j'ai fait un livre dessus qui s'appelle Étant donné, et donc j'ouvrais une des toiles, et je rentrais, je disparaissais dans une toile d'Auschwitz, et les gens me voyaient disparaître, et je ne réapparaissais pas. Ça voulait dire que délibérément, je m'associais aux victimes, je devenais moi-même une victime d'Auschwitz, et je disparaissais, donc c'est une façon d'assimiler, d'identification avec Auschwitz, quoi. Parce qu'à mon avis, c'est immontrable, ça, parce que maintenant, par rapport aux années 60, où déjà, quand même, c'est pas un cadeau, les gens disent c'est plus facile, mais comme ministre de l'Intérieur, on avait quand même Marcellin. Je sais pas si tu te rappelles, Marcellin, ça rigolait pas. Hein, mais des trucs comme ça, par exemple, braquer une banque, je pourrais plus braquer une banque. Je pourrais plus faire les toiles, j'ai jamais pu les montrer. Oui, pour le souvenir, le braquage de la banque, c'était par rapport à l'Afrique du Sud. Oui, c'était l'apartheid. Médecin à Nice avait jumelé Nice avec l'apartheid, et j'avais braqué une banque. Avec le Cap, oui. Voilà, avec le Cap, et donc voilà, jumelé Nice avec le Cap en plein apartheid. Donc j'avais braqué la Société Générale avec un canoncier, et voilà, et j'avais réclamé 1 franc, mais j'avais réclamé finalement 10 francs à cause de l'inflation, j'avais dit, j'avais voilà. Donc à la banque, quelque chose que je ne pourrais plus jamais faire aussi, pour bien prouver que j'avais fait quelque chose, disons, pour défendre un peu le côté contre l'apartheid, c'était un côté contre le racisme, parce que l'ONU avait assimilé les juifs, les sionistes au racisme récemment. Donc je suis arrivé au procès, c'est-à-dire que j'étais en imperméable, et j'ai prié le jury de considérer ça pas du tout comme une offense, et j'ai enlevé mon imperméable, et dessous j'étais en tenue rayée des camps de la mort, avec pieds nus et avec l'étoile jaune à la poitrine. Hein. Donc ça fait un scandale terrible, et maintenant ça serait impensable, se présenter dans un jugement étant accusé, et se présenter avec l'étoile juive et le pyjama rayé, voilà, et donc j'ai eu encore rien du tout, parce qu'ils ont eu la trouille de... Non, ils ne savaient plus quoi, quoi dire, ils étaient complètement, voilà, quoi. Voilà.